Bonsoir, bienvenue à tous. 90 minutes au Bénin, en 3 parties et comme sujet retenu dans ce duel, les évêques en audience au palais de la Marina avec le président Patrice Talon, les vœux de nouvel an, mais aussi et certainement les attentes relevant de la session ordinaire plénière qui a fait une litanie de recommandations, des vœux et des attentes notamment liées à cette présidentielle dont le premier tour est fixé au 11 avril prochain. La Sénat joue sa partition multipliant les concertations, partis politiques, institutions et sociétés civiles ont échangé avec l'équipe de Emmanuel Tiando. Le processus ainsi suit-il son cours? Est-il en bonne marche? Que dire de la partition des autres parties prenantes, l'opposition en l'occurrence? Et l'autre sujet, c'est cet élu local qui se retrouve sous les verrous pour être retenu, pour être devenu le justicier de sa zone. Croyait-il si bien faire ou se croyait-il au-dessus de la loi? Question à mes débatteurs du jour. Avec moi, Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir Alphonse, bienvenue. Bonsoir à vous, Eman. Bonsoir à tous. Et bienvenue à Gbassagan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous. Bienvenue à vous aussi. C'est parti pour la une des journaux. Bénin intelligent pour démarrer, une LEPI transparente et fiable, mission accomplie pour le cadre de concertation. Martin Assoba, je cite, tout le monde doit pouvoir voter et Gilbert Bangana, le cadre de concertation et le COS LEPI vont rester dans le calendrier électoral. Présidentiel 2021, le PR défavorable à Patrice Talon. Le matin, organisation de la présidentielle de 2021 au Bénin, publication et affichage de la LEPI dès ce jour. Et puis la Sénat qui éclaire les partis politiques par rapport aux dispositions prises dans le cadre du scrutin du 11 avril prochain. Libération présidentielle du 11 avril, la liste électorale publiée et affichée ce jour. Et puis pour une présidentielle réussie, le 11 avril prochain, la Sénat qui échange avec les partis politiques. Le Soleil Bénin Info pour une organisation transparente et crédible de la présidentielle du 11 avril 2021. La Sénat mise sur la pédagogie. Une séance de travail avec les partis politiques pour sensibiliser sur le processus électoral. Et puis, déclaration du PRD en faveur de la candidature de Patrice Talon. Encore un pâle épisode de la théâtralisation de Adrien Hongwedi. Fraternité, vote électronique lors des élections professionnelles. De bonnes perspectives pour la modernisation des scrutins au Bénin. Puis système éducatif béninois, Khaled Idgué de la diaspora, je cite, de petites mains habiles que des têtes trop pleines. On passe à un autre quotidien, le challenge soucieux de la paix et de la cohésion sociale. Talon rencontre la haute hiérarchie catholique et puis l'ouverture et la disponibilité du chef de l'État exprimé. Élection présidentielle du 11 avril prochain, la Sénat s'active et rappelle aux partis politiques leurs responsabilités. On finit avec le potentiel. Le potentiel qui titre « Construction de l'échangeur de Védocor ». Le Japon offre 18 milliards pour démarrer les travaux. Et puis audience au palais de la Marina. Talon et les évêques échangent leurs vœux. Fin de cette une des journaux. C'est parti pour le duel. Je l'annonçais en titre, le chef de l'État qui a reçu en audience la conférence épiscopale du Bénin, donc les évêques du Bénin, des vœux, mais des attentes aussi, Alphonse Moïse Soudé. Oui, et je crois que cette rencontre vient au lendemain du communiqué final publié par la conférence épiscopale du Bénin, communiqué dans lequel ils ont exprimé un certain nombre de recommandations, à savoir les points 4, 5, 6, 7 dont nous avions parlé la dernière fois. Je crois qu'au-delà des vœux qu'ils se sont présentés, ils ne peuvent pas faire 2 heures d'audience avec le chef de l'État à ne parler que des vœux. Non, les vœux ne durent que 15 minutes. Je suis convaincu qu'ils sont revenus sur les préoccupations exprimées dans ce communiqué final, notamment d'une élection inclusive, apaisée, démocratique et transparente, le respect des acquis de la conférence nationale. Ils ont parlé notamment de rhétorique qui tendent à banaliser. Ils sont revenus sur certainement que les points étaient évoqués. Donc je crois que la conférence épiscopale, elle est soucieuse de la paix.
elle est soucieuse de la fraternité, parce que nous sommes tous béninois d'une même nation. Nous devons nous devons parler le même langage. Et c'est en cela que j'apprécie quand même cette conférence épiscopale qui a l'habitude de veiller au grain. À l'approche de chaque élection, dit à chacun qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois qu'ils ont parlé à la société civile, ils ont parlé aux hommes politiques, ils sont allés parler au père de la nation. Parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui relèvent essentiellement de la responsabilité du chef de l'État. Donc, ils sont allés le lui dire. Parce que si vous constatez bien, à la fin de l'audience, il n'y a pas eu d'interview. Parce que c'est comme un couvent. Nous avons parlé avec le chef, on va rendre compte à qui de droit. Oui, bienvenue. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette audience au Palais de la Marina? C'est vrai, nous a parlé de présentation de vœux, alors même que cette audience intervient au lendemain de cette session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette audience? Oui, il faudrait dire que la conférence épiscopale, d'ailleurs, au départ, joue toujours son rôle depuis que cela existe, surtout en matière électorale. Et qu'aujourd'hui, quand on voit que les choses semblent être bouleversantes ou bien troublantes, il faut nécessairement trouver les solutions. Et je suis sûr que, tel que Moïse l'a dit tout à l'heure, qu'ils ne sont pas allés là-bas, en tout cas les évêques ne sont pas allés là-bas, rien que pour les vœux du nouvel an. Donc, ça, on a passé 2 heures ensemble. 2 heures pour pouvoir donc souhaiter ou bien faire des vœux. Non, il faut le dire. Ça, c'est juste pour quelques minutes. Je ne sais pas, Moïse Soudé, lui, il connaît le timing. Il a parlé de 15 minutes tout à l'heure. Mais ce qu'il faudrait dire par rapport à cela, j'apprécie le rôle de la conférence épiscopale. Son rôle, c'est un rôle de la neutralité. Raison pour laquelle vous allez remarquer que à la sortie, il n'y a pas eu d'interview. Parce qu'on sait déjà les différentes choses ou bien les récriminations, je dirais même, de la conférence épiscopale par rapport ou bien contre le président, en tout cas le pouvoir en place. Et donc s'ils sont allés là-bas, c'est pour trouver les voies et moyens pour que les élections soient inclusives. Et je salue cette démarche-là. Et tout récemment, la conférence épiscopale avait reçu le professeur Joël Aïvor, ceux qui se déclarent aujourd'hui opposants contre le régime Talon. Ce qu'il faudrait dire aujourd'hui, c'est que cette initiative-là aille aussi au niveau des autres membres de l'opposition. Parce qu'il ne faut pas seulement rester focalisé sur le pouvoir en place uniquement. Il faut passer chez les autres aussi, parce que les autres sont dans une démarche. Par exemple, quand je prends les membres du parti Les Démocrates aujourd'hui, quand on voit leur posture, si on veut une élection inclusive, il faudrait nécessairement qu'on fasse preuve à un moment donné d'humilité. Et je dis, lorsque nous prenons la devise de notre pays, Moïse l'a dit tout à l'heure, on dit fraternité, justice, travail. Ça veut dire que nous sommes déjà des frères avant d'être des citoyens. Vous comprenez un peu? Puisqu'il faudrait que cela puisse prévaloir sur tout ce que nous faisons. Avec le sujet que vous abordez, ça fait appel au sujet numéro 2, à savoir la partition que chaque acteur doit jouer pour qu'on ait des élections. Pour le moment, revenons d'abord au sujet numéro 1, à savoir la conférence qui était en audience chez le chef de l'État. Moïse, dites-nous, c'est vrai que la conférence y était allée pour présenter les vœux, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de cette audience-là, concrètement? Ouais, moi, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'élection présidentielle du 11 avril 2021 est cristallisée sur 2 personnalités. En déplaise aux jaloux, moi je le dis, il y a le professeur Joël Aïvor et le chef de l'État Patrice Talon. C'est les 2 aujourd'hui qui se sont déjà annoncés pour s'affronter entre griffes en politique. Donc, si vous voyez la démarche, c'est une démarche pédagogique. On a rencontré le professeur Joël Aïvor. À la fin de la rencontre, il n'y a pas eu d'audience, donc on ne sait pas. Forcément, on a parlé de l'élection présidentielle. Et je crois que la démarche, je ne suis pas dans la tête, mais la démarche essentielle que mène la conférence épiscopale, c'est par rapport au parrainage. Parce qu'à cet allure-là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans ce studio, nous n'avons qu'un seul candidat. C'est le président Patrice Talon qui a déjà ses parrains. On n'a pas encore d'autres candidats. Et aujourd'hui, quand vous avez suivi le professeur Joël Aïvor la dernière fois, il a dit il ne veut pas aller quémander le parrainage. Donc, si aujourd'hui, il refuse d'aller quémander et que les autres ne lui donnent pas, parce qu'il a dit que c'est toujours compliqué d'aller demander à son adversaire, celui que vous voulez combattre, de vous fournir l'arme pour Justement, le point 7 du communiqué parle de dialogue franc et sincère entre les acteurs et les institutions qui prennent part au processus électoral. Comment est-ce qu'on peut mesurer la franchise des propos et du dialogue dans un contexte comme celui-là où quelqu'un
dit ne pas vouloir aller négocier alors que les parrainages sont peut-être là, les signatures l'attendent. Oui, vous savez, j'ai dit sur ce plateau que la loi est restée muette sur les conditions d'attribution. Tout à fait, des de parrainage. Oui. On ne l'a pas dit. Est-ce qu'il faut que le candidat à l'élection présidentielle passe dans la maison de chaque parrain pour discuter avec lui? Est-ce qu'il faut qu'ils s'adressent aux partis politiques? Parce que j'ai toujours dit, vous pouvez avoir un bon projet de société et ne pas obtenir les 16 parrains. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est une question de conscience. Le chef de l'État a son rôle à jouer parce que déjà l'Union progressiste a biaisé le jeu. Donc l'Union progressiste ne reconnaît pas les candidats indépendants. Alors que le chef de l'État a donné des instructions pour que ce soit les maires, les députés, ils puissent libérer les signatures. Mais malheureusement, dans la réalité, les signatures ne sont pas libérées. Bienvenue. Non, mais ce qu'il faudrait dire, quand on parle de démarche pacifique, il faut le dire, c'est vrai qu'il y a le parrainage qui est là. Et je l'ai dit la fois dernière que c'est vrai qu'il y a une erreur à la base, je l'ai précisé, autour du parrainage. Mais aller commander le parrainage là, pour qu'il y ait la paix, et que de laisser, en tout cas, d'amener les autres à sauter le parrainage et qu'il y ait de troubles, qu'est-ce qui est mieux dans les deux? Il faudrait que nous analysions les choses des deux côtés. On est en train d'exiger, parce qu'on l'exige d'un seul côté. On exige qu'au niveau du pouvoir en place, qu'on arrive à sauter le parrainage. Au niveau du pouvoir en place, ils ont trouvé je dirais, la parade, en disant, bon, allez commander le parrainage. Allez commander pour raison de paix. Il faut aller commander. Maintenant, vous dites que vous ne voulez pas y aller. Il faudrait que les autres sautent. Où est le pacifisme là? Où est cette démarche? Cette démarche? Oh, c'est la loi qui a instauré la définition du verbe commander. Non, à partir de ce moment, non, quand c'est eux qui ont utilisé l'expression ou le mot en parlant de commander. Moi, je n'ai pas utilisé commander. On vous dit d'aller voir vos frères pour négocier quelque chose, vous dites que c'est commander. Alors, dans ce cas, ce qui est certain, le sujet 1 embrasse sur le 2, on bouge directement, on va sur le sujet 2, à savoir que la Sénat qui rencontre déjà les institutions de la République, qui a rencontré aujourd'hui les institutions, les partis politiques hier, les OSC aujourd'hui. Alors, finalement, chacun joue sa partition là. Mais oui, devant l'histoire, chacun joue sa partition. La conférence épiscopale, les hommes de Dieu, les représentants de Dieu sur terre, qui nous obligent à dialoguer, à parler. On dit quand tu as un problème avec ton frère, va te réconcilier avec lui. Il y a cette démarche pédagogique des religieux. L'institution fêtière chargée d'organiser les élections joue sa partition. Il a rappelé aux partis politiques quel doit être leur rôle sur le terrain. Et après ça, il a décliné le calendrier électoral. Donc, s'il y a des partis politiques qui ont pratiqué la politique de la chaise vide, c'est ça qui est dangereux en politique. En politique, il ne faut jamais être absent au lieu de décision. C'est ça. Dès jeudi, la Sénat est en train la Sénat est en train de jouer son rôle pour que demain on ne dise pas. Parce que si la Sénat rappelle à chaque parti politique son rôle sur le terrain, ça veut dire quoi? Il y aura des sanctions. Ceux qui vont enfreindre le code électoral, ils seront sanctionnés. Donc, jusque-là, la Sénat est en train... Mais, vous savez, au cours de cette même rencontre-là avec la Sénat, on est revenu encore sur la création du parrainage. Les partis politiques sont revenus parce que c'est le nœud gordien que nous devons essayer de dénouer. Parce qu'aujourd'hui, à cette allure-là, est-ce que le chef de l'État, Patrice Talon, et sa colistière seront les seuls candidats? Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait au moins... Sa colistière, vraiment. Il faut qu'il y ait au moins deux duos, deux tickets gagnants. Oui. Pour le moment, on ne connaît qu'un seul ticket. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Mais le FCBE annonce son duo pour le 28 prochain. Peut-être que c'est nous qui sommes un peu pressés de voir les duos aussi. Effectivement, quand les gens parlent de duos de chaque côté, pour eux, c'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure de Humphrey, pour ceux-là, c'est-à-dire dans l'opinion, ou bien l'idée qu'ils ont jetée dans l'opinion publique, c'est que ce n'est pas un parti de l'opposition. Or, les éléments ont refusé. Les membres de ce parti politique-là ont dit non, ils font partie de l'opposition. Oui. Deuxième chose, c'est que ce que les gens veulent réellement voir, ils veulent voir un certain Joël Aïvor ou bien un certain Éric Rondeté en face du président Patrice Talon. Or, ce qu'on est en train de dire, la Sénat qui fait aujourd'hui ces différents rappels, qui est revenu sur la question du parrainage. Et Emmanuel Tiando, le président de la Sénat, faisait comprendre un certain nombre de choses, dit, si les tests ont prévu quelque chose, eux, ils ne peuvent que les appliquer.
à partir de ce moment-là, la question du parrainage ne se pose pas pour la Sénat, parce que c'est les tests qui l'ont prévu. Mais ce que je suis en train de dire, il faudrait y revenir nécessairement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas jouer à la politique de la chaise vide. C'est très clair. C'est cette politique de la chaise vide-là qui nous a amenés à ce stade-là. Et qu'au Parlement, on parle aujourd'hui, on utilise l'expression monocolore. Or, en réalité, c'est eux-mêmes au départ qui n'ont pas pu participer à cette élection-là. Et le même schéma se dessine aujourd'hui. C'est pour ça que je dis il faudrait nécessairement que ce que la conférence épiscopale est en train de dire soit de tous les côtés. Il ne faut pas incriminer une partie. Et c'est leur rôle, le rôle de la neutralité. Donc, si vous voyez, il y a certaines personnes qui se disent aujourd'hui qu'elles ne veulent pas participer à cette élection-là avec le parrainage. Il faudrait revenir là-dessus. C'est très important. Si vous voulez réellement qu'il n'y ait pas de trouble, vous voulez qu'il n'y ait pas de violence, vous voulez que les autres vous concèdent quelque chose, vous aussi concédez une portion de quelque chose à ces derniers-là. Est-ce que finalement, à partir de ce moment, il aura l'entente. Mais si vous ne voulez pas, chacun veut rester campé sur sa position, ça veut dire que, et c'est ce que je voudrais dire au peuple, il faudrait que nous gagnions en maturité. Parce que ceux qui disent ça, ce sont eux, ils ne sont jamais les martyrs. C'est le peuple qui se retrouve. On va venir après à ce qui oui. Est-ce que finalement, il ne faut pas laisser de côté son ego et donc peut-être quelque chose et aller négocier les parrainages, un peu comme l'ont prévu les tests? Ce n'est pas qu'on est contre le système de parrainage. Dans d'autres pays, on parle de parrainage citoyen. Il faut recueillir un certain nombre de signatures de vos compatriotes pour être candidat. Le parrainage en soi n'est pas le problème. Honnêtement, si on respecte le principe du parrainage, nous aurons théoriquement 9 candidats, parce qu'ils sont 159. Oui. Nous aurons 9 candidats. Oui. Et aujourd'hui, on dit le dépôt des dossiers commence le 1er février. Le 1er février, oui. Aujourd'hui, le 1er au 5, je crois. Vous voyez donc, à 10 jours, normalement à 2 semaines de cette date-là fatidique, nous devions déjà connaître les candidats. Mais avec l'interprétation que les gens font du parrainage, c'est-à-dire qu'on veut profiter du parrainage. L'interprétation ou les supputations aussi. Non, on va profiter du parrainage pour régler des comptes à ses adversaires politiques. J'ai dit, je peux avoir un bon projet de société. Parce que le problème, c'est quoi? On m'oblige à faire le même exercice devant au moins 16 personnes. Au moins 16 personnes. Oui. Mais on aurait pu faire autrement. On aurait pu trouver des raccourcis pour dire, voilà comment ça va se passer. Parce qu'aujourd'hui, normalement, quand c'est pour participer à l'élection, on n'a pas besoin de poser d'autres conditions. Le Bloc républicain n'a posé aucune condition. Le Bloc républicain n'a jamais dit qu'il faut être porté par un parti politique avant. Le parti qui se réclame être le plus grand parti a posé ces conditions. Ça veut dire que les candidats indépendants. Parce que si jusqu'aujourd'hui, ce que nous voulons éviter, on a dit le parrainage, c'est pour éviter les candidats plaisantins. Nous finirons par avoir des candidats plaisantins. Ouais. Parce que, qu'ils vous souviennent, je le dis toujours en 2001, quand le président Sogoula a refusé de faire le second tour avec le général Mathieu Kérékou, et après le président Humbeji aussi a refusé. Finalement, Moussou Bruno a dit pour sauver la démocratie. Il y a eu un match amical avec une équipe de 4e division. Si nous ne prenons pas garde, nous allons nous retrouver le 11 avril, le président Patrice Talon va se retrouver en face d'un certain nombre de candidats plaisantins. Mais oui. Il faudrait dire que ce sont les suspicions illégitimes, permettez-moi de le dire de cette façon-là, qui nous amènent à ce stade. Pourquoi? Vous savez, le président de la République a dit que nous aurons la fête de la démocratie. Je ne sais pas quoi, ce qui gêne en réalité, que les gens n'ont pas foi en la parole du président de la République. C'est ce qui me gêne en réalité. Il dit qu'il aura cela, que l'élection sera inclusive. Malgré toutes ces assurances-là, malgré les démarches menées, on se dit non, qu'il ne croit pas en la parole du président de la République. C'est vrai, nous sommes tous des humains. Je le dis, l'être humain est ondoyant et versatile. Mais en réalité, pour cette élection-là, il faudrait nécessairement que nous balayions les suspicions. Parce que ils en font, ceux qui sont du camp de l'opposition, ils font trop de supputations autour de cette affaire. Pour vous, donc, il faut pouvoir aller négocier comme ça se doit. Très simplement. Il y a au moins 159 parrains. Moi, je dis le chef de l'État, je l'apprécie parce qu'il a éprouvé nos intellectuels. Il a éprouvé tous les partis politiques. Vous dites que vous soutenez l'action du chef de l'État. Le chef de l'État vous dit, UPBR, entendez-vous, proposez-moi le vice-président. Non, attends. Si on n'a pas pu s'entendre sur le minimum, c'est ce qui vous réunit. Ce qui vous réunit, c'est d'aider le chef de l'État à gérer le pouvoir d'État. Et le chef de l'État vous fait confiance et dit, les gars, retrouvez-vous, dégagez-moi un vice-président. Ils ont été incapables de s'entendre. Parce que si on ne peut pas s'entendre sur le minimum,
La preuve, le chef d'État a donné des consignes, IP a dit non, moi je sors mes conditionnalités. Donc il y a que le chef d'État a donné son assurance. Mais ce qui se passe avec les partis chargés de gérer le pouvoir avec le chef de l'État, c'est autre chose qu'on constate. Donc quand ça se passe comme ça, attention. Le parti politique doit être dans son rôle. C'est vrai qu'ils sont en train de soutenir l'action du chef de l'État. Ici, il s'agit d'une élection. Et chacun d'eux a ses aspirations. Il faudrait le dire. Maintenant, si on n'arrive pas à s'entendre sur le minimum et que la dernière décision revient à quelqu'un, si j'étais à la place du président de la République, ça serait la même chose. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur le minimum. Là, c'est le positionnement, c'est la quête de leadership en réalité. Après d'avoir fait le tour des 77 communes du Bénin, ils vont se fâcher, mais je vais leur dire ça. Le chef de l'État peut se passer royalement de ces gens-là pour gagner l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Il peut se passer royalement d'eux. Si tant est qu'il ne peut pas s'entendre sur le minimum, et s'il ne peut pas aider le chef. Parce que mais le chef seul ne peut rien en réalité. Le chef de l'État, très bien. Ce sont des relais pour le chef de l'État. Le chef de l'État a envie d'être bien élu. Je n'en disconviens pas. Mais après l'élection, vous ne lui facilitez pas la tâche d'être bien élu. Parce que pour être bien élu, il faut que vous ayez en face de vous des candidats quand même. Le problème n'est pas l'élection. C'est ça ce que je suis en train de dire. Quand ils ne s'entendent pas aujourd'hui, à la fin des comptes, pour travailler sur le terrain, le chef de l'État aura besoin d'eux. Mais quand vous dites que le chef de l'État peut se foutre royalement, ça veut dire que lui aussi, il serait en train de contribuer indirectement à sa chute après son élection. C'est ça ce qu'il faudrait voir. Parce que ce sont eux qui travaillent sur le terrain. Le chef de l'État n'est pas tout le temps au contact des populations. Est-ce que vous voyez vraiment, quand on voit le processus dans son déroulement, est-ce que vous voyez l'opposition vraiment en train de prendre part à ce processus électoral-là? L'opposition ne prendra pas au processus. Prendra. Oui, l'opposant ne prendra pas au processus électoral. Un observateur pas passif un observateur. Ou, non, il y a une conditionnalité. Que ceux qui doivent libérer les scientures les libèrent. C'est-à-dire que... Si tant est que nous voulons... Mais ils sont prêts à libérer les scientures. Bienvenue, ne parlez pas de ce que vous ne maîtrisez pas. Je dis une seule chose. Je dis une seule chose, et je le dis. Dans quelles conditions? Vous voulez que je donne un exemple comme ça, je ne sais pas si c'est Djemba qui sera le candidat de la FCBE. Vous voulez que M. Djemba prenne son téléphone et il a devant lui le répertoire de 159 scientifiques. Non, ils savent comment ils font leurs différentes négociations. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils se retrouvent en difficulté devant cette affaire de parrainage qu'ils vont commencer par dire je vais prendre. Ils se voient. C'est pourquoi ils disent nous sommes des frères avant d'être citoyens. Ils savent comment ils vont se rencontrer. Ils savent comment ils peuvent se voir. Ils savent comment ils peuvent négocier le parrainage. Le reste là c'est du cinéma. Permettez-moi de le dire de cette façon-là. S'ils veulent réellement enlever le verbe négocier. Non. Ils savent comment ils peuvent obtenir le parrainage. Enlever négocier. Négocier, ça devient marchandage. C'est d'après. On parle de négociation. C'est la vision que vous avez du parrainage. En parlant, quand je dis négocier ici, c'est-à-dire que c'est fait tout possible pour avoir le parrainage. Je ne dis pas de donner l'argent à quelqu'un. Ils vont obtenir le parrainage parce que les autres doivent leur accorder le parrainage. Maintenant, s'il arrive... Négocier dans ce sens-là, c'est avoir ce à quoi on n'a pas droit. Écoutez, si à un moment donné, ils ont demandé le parrainage à quelqu'un, à un élu qui refuse, qu'il rapporte. Nous, à partir de ce moment-là, nous, on peut citer le nom, c'est nous notre rôle. On peut citer le nom de cet élu-là pour dire, lui, il ne contribue pas à la paix dans notre nation. C'est pour ça que je vous ai dit à un moment donné, lorsqu'ils ont donné la décision de l'Union progressiste, moi, j'ai fustigé cette décision-là en disant que non, mais ils ont corsé les choses. On est en train de rechercher à faire régner la paix. Si on veut faire régner la paix, on dit qu'on ne veut pas encore soutenir des candidats indépendants. Vous voyez que, mais heureusement que nous avons encore d'autres personnes qui peuvent parrainer. Parce qu'il y en a assez. 159 parrains. Même si eux, ils arrivent à bloquer le tout, je sais que les autres peuvent avoir leur... Ils n'ont qu'à aller, quand vous allez à une course là, ou bien vous allez à un examen, il faut s'y préparer. C'est parce que... Il faut se lever tôt aussi. C'est clair. Oui, Moïse, on va... Non, moi, je dis une chose, tous les Béninois que nous sommes, nous avons intérêt que l'élection présidentielle soit vraiment une fête. Moi, mon inquiétude, elle est justifiée parce que je suis à une semaine du dépôt des dossiers. Je ne vois sur le terrain personne. Le chef de l'État a eu l'opportunité de faire les 117 communes. Il a fait réédition des comptes. Juste après le contrat, le professeur Joël Aïbo a fait une cinquantaine de communes. Je ne sais pas si d'autres candidats auront l'opportunité de faire au moins une trentaine de communes avant l'ouverture de la campagne parce que le coronavirus
prendre de l'ampleur. Donc, il va falloir désormais Alors, respecter là, il faut faire les gestes attention. barrières. Si les éléments ont pu sortir, le chef de l'État aussi est sorti, et ils ont su organiser les choses de cette façon-là, on peut aussi organiser les campagnes aussi sur le terrain de cette façon-là. Ils ont le génie, ils ont l'ingéniosité d'organiser les choses de cette façon, à moins qu'il y ait mauvaise foi. Il faut le dire en toute franchise. Si on peut soit diviser en deux en disant, on va faire une campagne médiatique d'un côté, on va faire aussi une campagne de terrain comme nous avons l'habitude, comme la tradition. Mais si on dit tout de go, ça veut dire qu'on aurait revenu à la thèse selon laquelle la réédition de compte que le chef de l'État aurait excusez. La campagne médiatique n'est pas à la portée de tout le monde. Non, mais en tout cas, on va voir, parce que c'est une élection inclusive, on va voir comment les choses vont se passer. Seulement qu'on n'arrive pas à confirmer la thèse selon laquelle la réédition de comptes qui a été faite là, c'était dans l'objet de la campagne présidentielle. Donc si on faisait ça, ça veut dire que cela va confirmer. Vous avez dit l'élection de compte, une élection qu'on ne saurait être confondue à une campagne électorale. Voilà. Justement, il n'y a que un élu local, chef d'arrondissement, Kroupi, il est déposé à la prison civile de Calavi, je crois. Rappelez-nous un peu les faits. Oui, et il s'agit du chef d'arrondissement de Dekama, il faudrait préciser. Et que ce chef-là aurait, selon les éléments qui ont été fournis, aurait créé un tribunal spécial. Et lui, il est le juge, et ses CV aussi jouent le rôle de magistrat. Et donc, ils jugent. Et à la fin des comptes, quand ils finissent, ils vous enchaînent même. Quand vous voyez un peu les éléments qui ont été fournis, les victimes ont été enchaînées. Et on les met à la place publique. Et donc, quand on finit de vous juger même, c'est-à-dire vous êtes obligé de payer 10 000 francs. Je ne sais pas si c'est une amende qui a été instaurée par cette autorité-là. Mais ce qu'il faudrait dire... Pas cette cour, là. Oui, cette cour. En tout cas, c'est comme s'ils sont en train de gérer les choses comme si on était toujours dans la tradition. C'est comme par le passé, c'est comme ça les choses se gèrent. Vous avez dit Soava. Oui, c'est à Dekam, mais précisément que les choses se passent. Et donc, ce CA aujourd'hui, qui a été déjà gardé à vue la semaine passée, et qui a été présenté avec trois chefs villages, ils ont été présentés au procureur. Le procureur les a mis sous mandat de dépôt en attendant le 10 mars pour régler ce genre de situation. C'est vrai, il faudrait apporter une nuance. La nuance, elle est celle-ci. Selon le code de procédure pénale, les autorités ont le droit de prendre les éléments du genre, mais de les présenter au commissariat le plus proche. Ce qui a manqué à ça, je ne sais pas, peut-être, est-ce qu'ils n'ont pas un niveau intellectuel élevé? Parce que j'ai vu dans les différentes saisies, ils ont saisi même le président de la Cour constitutionnelle, ils ont saisi la mairie aussi, ils ont saisi le président de la Commission des droits de l'homme, et par rapport à cette affaire-là. Donc je me suis demandé, est-ce qu'on est réellement au 21e siècle dans cette est-ce qu'on ne peut pas aussi comprendre, c'est Soava, c'est quand même une cité, la Cuisse là-bas, peut-être qu'ils se disent que l'eau c'est... À un moment donné de l'histoire, cette forme de punition... Qui ont prospéré. Des gens ont aimé ça. C'est pas que ça a commencé maintenant. Ça existait, mais des gens, il y a eu un silence coupable. Ce n'est pas la première fois qu'on a vu le colonel Davy ici, le justicier. Oui. Mais après aussi, mais oui, il a répondu. Au départ, quand il a commencé, il était encouragé. Oui, il était encouragé. C'était des gens qui allaient dénoncer au colonel Davy qu'il y a tel qui est criminel. Le cas est un peu différent. Non, la même chose, ce n'est pas des gens qui vont se plaindre auprès du CA et que lui... Il n'a pas le droit d'enchaîner. Je dis, quand on a fait... Je ne justifie pas. Je dis, mais quand on a fait une fois, deux fois, des gens étaient contents. Des gens ont jubilé et on dit, désormais, il y a une façon, pour nous, une façon la plus simple, parce qu'ils estiment que quand vous amenez quelqu'un, vous pouvez amener quelqu'un devant le procureur, on va le libérer. S'il n'y a pas suffisamment... C'est le droit, ça. Oui, c'est ça. Maintenant, les gens estiment que, bon, parfois on attrape un voleur et on le libère. Je dis, il faut que l'État soit encore plus regardant. Ça, c'est pour Soava qu'on a entendu, qui ne sait pas si ailleurs, ça ne se passe pas. Donc, il faut que les populations dénoncent. Ce n'est pas quand la situation va empirer qu'on va commencer par parler. Dès qu'il y a les premières initiatives, il faut qu'on dénonce à qui de droit. Voilà, parce que ici c'est un pêcheur qui allait dénoncer. Parce que lui aussi, et il a même donné des preuves des gens qui ont été... Pêcheur qui a dénoncé un pêcheur qui a dénoncé le pêcheur. Oui, c'est ce que vous voulez faire souligner. Donc, ce pêcheur-là qui a saisi
Mais il y a eu déjà de nombreuses victimes. Oui, il y a eu de nombreuses victimes. Et donc, quand vous voyez les images, je me demande, mais c'est pas du tout bien. Même si on veut aider la justice, c'est vrai, dans la tradition, c'est ce qui se faisait et cela a été loué. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Donc, en tout cas, on va attendre ce que la justice dira le 10 mars prochain. Ce qui est sûr, chacun doit payer pour ses péchés. C'est clair. Quand on va voir clair, les complicités passives, Oui. il y a des complicités passives, il y a des gens qui savaient que ça se passait, mais qui se sont tués. Oui. Il faut qu'on sanctionne tout le monde pour servir de leçon aux autres communautés dans lesquelles il y a de ces vilaines pratiques-là. Oui. Voilà. Merci beaucoup à vous, chers débatteurs du jour. Alphonse Moïse Soulé, merci d'être passé. Moi. Merci également à vous, bienvenue à Boissaga. On se retrouve la semaine prochaine sans doute. Merci, on suit le journal très vite. Il était une fois une eau.